Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement, Margot Claude du pôle de compétitivité Infra 2050. Je vais donc animer aujourd'hui ce WebIRISC, ce webinaire sur la prise en compte de l'amiante environnemental dans les travaux en falaise, qui est donc mis en place dans le cadre de la communauté IRISC et du projet IRISCALP, et qui est en collaboration aujourd'hui avec le CEREMA, le département de l'Isère et l'entreprise Garelli. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, la communauté IRISC, c'est vraiment une communauté qui est dédiée aux risques naturels gravitaires et qui est donc animée par le pôle et au sein du pôle de compétitivité Infra 2050. Et il s'agit donc d'une communauté collaborative donc pour le développement des compétences, de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine donc des risques naturels gravitaires. Et donc, dans le cadre de cette communauté risque et du projet IRISCALP, ont été mis en place donc des webinaires sous le nom de WebIRISC et qui ont, eux, la vocation de porter à connaissance donc, au plus grand nombre les différents outils, méthodes, concepts, approches qui sont capitalisés et utilisés au sein des laboratoires et des entreprises de la filière. Alors, pour le déroulement du webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez donc à tout moment poser votre question dans le module Q&R, donc en bas de l'écran, puisque un temps d'échange sera vraiment dédié aux questions à la fin des 3 présentations, à la fin du webinaire. Et si vous voulez participer à un échange donc à ce moment-là, n'hésitez pas à lever la main virtuellement et à activer votre micro pour participer à l'échange. Donc, le webinaire d'aujourd'hui ça va être co-animé avec 3 intervenants. Donc, Samuel Dauphin du CEREMA, Gabriela Chacon du département de l'Isère et Denis Hubert de l'entreprise Garelli. Alors, voilà, moi j'en ai fini, donc je laisse la parole à Samuel. Je vous laisse vous présenter. Voilà, bon webinaire à tous. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Samuel Dauphin, je travaille au CEREMA, je suis géologue et je suis le référent amiante national du CEREMA. J'ai, euh, je me suis plongé dans le domaine de l'amiante environnementale il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Voilà, et je travaille essentiellement maintenant sur ce sujet qui est quand même assez complexe et qui est pris en compte récemment maintenant. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation assez générale sur ce que c'est que l'amiante environnementale, la réglementation, et voilà, et qui va normalement vous donner des billes pour euh, pour que la présentation de Gabriella et de Denis soit plus claire et que vous puissiez la suivre mieux. Euh, alors, est-ce que je vais arriver à passer les diapos? Parce que pour l'instant, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être en cliquant, moi aussi ça ne marchait pas Voilà, avec les ok, flèches. Voilà, très bien. parfait. Alors, simplement, vous connaissez tous l'amiante. C'est un mot qui est célèbre dans la langue française. L'amiante, c'est un matériau qui est connu depuis l'Antiquité, qui a été utilisé de manière marginale, plutôt pour des aspects récréatifs au Moyen Âge et dans l'Antiquité. Et puis, ça a été utilisé de manière intensive à partir de la seconde moitié du 19e siècle, hein, donc la révolution industrielle, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'amiante a énormément de qualités qui étaient très recherchées, notamment des qualités de résistance au feu, d'isolation thermique, de résistance à la traction et d'imputrescibilité. Et son avantage également, c'est que c'est un matériau qui se tisse. Donc, on pouvait en faire des tissus qui avaient de grandes utilités industrielles. Très rapidement, on a su que l'amiante avait des effets nocifs sur la santé, donc à la toute fin du 19e siècle. Et ces effets ont été complètement occultés en raison de tous les avantages qu'avait l'amiante. Euh, et l'impossibilité à l'époque de remplacer l'amiante par des matériaux équivalents. Alors voilà quelques exemples hein, de produits dans lesquels l'amiante a été massivement utilisée.
En haut à gauche, vous avez des calorifugages pour protéger les personnes de la chaleur et isoler des tuyaux. Au milieu, vous avez le fameux fibrociment dont sont recouverts de nombreux toits encore aujourd'hui. Euh, voilà, des gaines électriques, des isolants en bas à gauche, des flocages en bas au milieu. Et à droite, des produits de la vie courante, un grille-pain en amiante pur, voilà, et même des filtres à cigarettes en amiante, les cigarettes Kent, avec même à l'époque la marque de cigarettes qui disait que c'était c'était meilleur pour la santé de fumer des cigarettes avec des filtres en amiante que des cigarettes uniquement avec du tabac. Voilà, bon, depuis, il y a eu des procès contre Kent et ça s'est mal passé pour eux, mais bon. Alors, quand même, au bout d'un moment, il y a eu des alertes de santé publique de plus en plus nombreuses et petit à petit, les restrictions à l'usage de l'amiante apparaissent, notamment à partir de la fin des années 70, où les produits les plus dangereux, notamment les flocages, les calorifugages et les faux plafonds, sont interdits progressivement et ces restrictions se renforcent jusqu'en 1997 avec l'interdiction totale de l'amiante en France. Ces interdictions tardives ont pour conséquence une véritable épidémie de maladies liées à l'exposition aux fibres d'amiante. Donc, maintenant, on le sait, on en découvre encore régulièrement, hein, mais de nombreuses maladies sont reconnues comme pouvant être liées à un contact avec l'amiante par inhalation, donc les plaques pleurales, les cancers bronchopulmonaires et le fameux mésothéliome, le cancer de la plèvre, qui est spécifiquement lié à l'exposition à l'amiante. Et puis par ingestion aussi, cancer des ovaires, du larynx, de l'œsophage. Et récemment, des études montrent qu'il y a un lien probable entre l'ingestion d'amiante et le cancer colorectal. En France, en 2014, le Haut Commissariat à la santé publique a estimé que sur les 100 000 morts prévues liées à l'exposition à l'amiante prévues entre 2009 et 2050, 25 000 seront dus à un mésothéliome, donc le cancer spécifique de l'amiante, et, euh, et 50 000 à 75 000 à un cancer du poumon. Sachant que entre 61 000 et 118 000 décès ont déjà été causés par l'amiante entre 1995 et 2009. Donc là, je vous ai mis un petit graphique hein, de la CNAM qui montre l'occurrence du nombre de maladies professionnelles liées à l'amiante, qui sont, enfin, c'est les maladies reconnues hein, par le régime de la sécurité sociale. Vous voyez qu'il y a eu un pic de maladies dans les années 2005-2006. Par contre, le nombre de cancers, lui, est stable depuis, globalement entre 1000 et 1500 cancers par an. Ce sont des maladies qui se déclarent longtemps après l'exposition et donc on peut s'attendre probablement dans les années qui viennent à commencer à voir diminuer le nombre de cancers liés à l'amiante puisque les expositions ont cessé en 1997. Alors, qu'est-ce que l'amiante? L'amiante, il y a une définition officielle qui désigne des variétés fibreuses, c'est-à-dire asbestiformes de 6 minéraux qui appartiennent pour un de ces minéraux au groupe des serpentines et pour les 5 autres au groupe des amphiboles. Vous avez là un tableau de l'ANSES qui vous montre les formules chimiques et le numéro CAS de ces minéraux, sachant que le numéro CAS est spécifique à la variété asbestiforme. Donc, c'est vraiment la définition officielle de l'amiante, c'est le numéro CAS de la variété asbestiforme de ces minéraux. Voilà à quoi ça ressemble en photo. Globalement, c'est les deux du haut à gauche qu'on va rencontrer le plus souvent en France. Les autres espèces sont plus rares sur le territoire français. Sachant qu'à gauche, tout à gauche, c'est de l'actinolite et au centre, en haut, c'est du chrysotile.
l'amiante le plus utilisé de manière industrielle. Alors, on a défini ce que c'était que l'amiante et qu'est-ce que c'est qu'une fibre d'amiante. Et donc, pour ça, on se réfère à l'arrêté du 1er octobre 2019. Donc, c'est une des 6 espèces minérales qui est concernée par la réglementation que je vous ai présentée juste avant et qui rentre dans la catégorie des fibres inhalables de l'OMS, c'est-à-dire une longueur supérieure à 5 micromètres, un diamètre inférieur à 3 micromètres et surtout un rapport d'allongement supérieur à 3. Voilà. Après, il y a des fibres courtes et des fibres fines, mais enfin, vous aurez la définition dans le diaporama. Mais il faut surtout retenir le diamètre, le rapport d'allongement, qui est un élément important. Alors, il y a les fibres d'amiante, et puis à côté, il y a d'autres fibres qui sont non concernées par la réglementation sur l'amiante et qui sont parfois difficiles à discriminer des fibres d'amiante. Donc, les fragments de clivage, c'est une particule minérale allongée qui est issue de la fragmentation sous l'effet d'une action mécanique d'un cristal non asbestiforme d'une espèce minérale qui a la même composition chimique que la variété asbestiforme. Donc là, vous voyez sur les photos des fragments de clivage. Ils peuvent rentrer dans la définition réglementaire des fibres d'amiante, puisque ils ont les caractéristiques des fibres inhalables de l'OMS. Donc en gros, pour résumer, hein, on a dans la grande classe des poussières, on a les particules minérales allongées d'intérêt, qui sont toutes les particules qui sont plus ou moins allongées, euh, et de nombreuses espèces minérales. Nous avons les particules minérales allongées d'intérêt qui sont celles euh, des 6 espèces minérales, plus quelques autres qui cristallisent aussi sous forme asbestiforme, mais qui ne sont pas considérées par la réglementation amiante. Et puis après, il y a l'amiante, où on voit que la définition est quand même assez restrictive. La problématique actuelle, celle que vous rencontrez dans les infrastructures de transport notamment, et puis dans la nature, c'est de déterminer s'il s'agit de fibres d'amiante, c'est-à-dire qu'elles sont asbestiformes, c'est-à-dire qu'elles ont cristallisé sous forme de fibres, ou s'il s'agit de fragments de clivage, qui peuvent être également dangereux, hein, personne ne dit qu'ils ne sont pas dangereux, mais par contre, ils ont l'immense avantage de ne pas être concernés par la réglementation amiante. Alors, on utilise maintenant et de plus en plus quelques critères additionnels qui permettent souvent de faire la discrimination entre les fragments de clivage et les fibres. Et, plus le rapport d'allongement est élevé et plus on a de chances que ce soit des fibres d'amiante. Euh, voilà, c'est l'organisation en faisceaux de fibres. Souvent, le bout des amas s'effiloche et on voit que les fibres se partagent en plusieurs fibres plus petites. Voilà. Et donc, je vous rappelle effectivement que les fragments de clivage euh, sont probablement dangereux pour la santé et qu'il est conseillé d'utiliser le même moyen de protection des travailleurs que pour l'amiante. Euh, les masques, les mesures de protection individuelles et collectives. Voilà, encore une fois, ça ne rentre pas dans le cadre de la réglementation que Denis, je pense, vous expliquera de manière beaucoup plus concrète. Alors, qu'est-ce que ça représente une fibre d'amiante? Vous avez là sur la photo une fibre d'amiante cachée. Bon, elle est entourée, donc c'est plus facile, mais ce que vous voyez là, c'est un cheveu. Donc, c'est le gros truc au milieu. Sur la gauche, vous avez une fibre de céramique réfractaire. Et collé sur le cheveu, vous avez une fibre d'amiante de chrysotype. Donc, c'est pour vous. En fait, cette photo, elle est très importante, selon moi, parce qu'elle vous montre qu'en fait, l'amiante, vous ne le voyez pas. Quand vous voyez de l'amiante, c'est des milliers de fibres qui sont agglutinées les unes aux autres. Une fibre d'amiante, vous ne la voyez pas, même dans l'air. Vous pouvez en respirer sans le voir. Voilà, donc d'où l'importance de prendre en compte et de rechercher l'amiante avant de faire le moindre travaux. Donc elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et parfois elles sont tellement fines qu'elles peuvent traverser les alvéoles pour atteindre la plèvre.
Et pourquoi elles sont dangereuses? C'est parce que elles sont très allongées, donc nos globules blancs en fait, n'arrivent pas à les phagocyter pour les transporter ailleurs, et elles finissent par tuer les globules blancs. Et leur composition chimique les rendent résistantes pardon, aux acides et aux bases. Et donc, nos fluides corporels ne peuvent pas les dégrader. Donc, elles restent indéfiniment à l'endroit où elles sont atterries. Alors, pour lutter contre l'exposition à l'amiante, il y a tout un arsenal réglementaire, et le premier de ces, la première brique de cet arsenal, c'est le code du travail, avec dans la partie sécurité, santé et sécurité au travail, une section spécifique, hein, la section 3, qui est spécifique au risque d'exposition à l'amiante, pour bien la différencier de toutes les autres expositions aux risques chimiques. Et dans cette section 3, il y a 4 sous-sections. 2 sections qui sont, un peu généralistes, la sous-section 1 et 2, et les sous-sections 3 et 4 qui traitent des dispositions, particulières et spécifiques liées au travail, sur des matériaux amiantés. La sous-section 3 sur les activités de retrait de l'amiante, retrait et confinement, et la sous-section 4, relative aux interventions, «ponctuelles» entre guillemets, sur des matériaux ou des produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante. Dans le code du travail, il y a, plusieurs notions. Il y a une notion, de seuil sanitaire, hein, qui n'est pas dans le code enfin, pas que dans le code du travail, mais qui est aussi dans le code de l'environnement, qui est, un seuil inférieur à 5 fibres par litre, qui est, un seuil qui a été créé, en fait, notamment dans le bâtiment. Lorsque, on découvrait, dans certaines pièces des, calorifugages ou des flocages ou des faux plafonds, on faisait une mesure d'empoussièrement, et si, le l'empoussièrement était inférieur à 5 fibres par litre, on n'était pas obligé de retirer, les produits, amiantés dont je parlais juste avant. Si c'était supérieur à 5 fibres par litre, on considérait que c'était nocif pour les personnes qui étaient les utilisateurs de ce local, et donc il fallait, dans un délai assez court, retirer ces produits. Voilà. Et dans le code du travail, donc il y a la VLEP qui est la valeur limite d'exposition professionnelle. Donc ça, c'est, les fibres d'amiante qui sont effectivement respiré par le travailleur pendant, qu'il travaille. Et après, il y a des niveaux d'empoussièrement. Donc la VLEP, elle est inférieure à 10 fibres par litre. Actuellement, il y a des gens qui voudraient la passer, je crois, à 1 fibre par litre, mais ça paraît être compliqué. Et après, il y a des niveaux d'empoussièrement. En gros, la VLEP, elle est mesurée au niveau de la bouche du travailleur, et les niveaux d'empoussièrement sont mesurés, à proximité de ses voies respiratoires pendant la phase de travail, avec les EPI et les mesures, de protection collective, et ce sont des niveaux, en fait, d'émission de fibres liés, au processus de travaux, et il ne faut pas dépasser un certain nombre, enfin, une certaine quantité de fibres émises par litre. Et les niveaux de protection, les mesures de protection, individuelles sont, corrélées au niveau d'empoussièrement. Au-delà de 25 000 fibres par litre, on arrête, de travailler, et on met en place des mesures de protection collectives et individuelles, plus poussées. Voilà globalement l'adaptation des moyens de protection individuels, en fonction des émissions, enfin des émissions de fibres, des niveaux d'empoussièrement. Donc vous voyez que, ça va assez vite, hein, puisque, très rapidement, on est obligé de mettre en place des moyens, lourds, qui sont handicapants, mais, Denis, encore une fois, vous l'expliquera mieux que moi, qui sont très handicapants, pour le travail, et notamment, le travail en milieu naturel.
La deuxième brique de l'arsenal réglementaire date de 2016, hein, c'est l'obligation de réaliser un repérage avant travaux, avant toute opération que vous allez faire dans tous les domaines, hein. Grosso modo, l'ensemble de ce qui existe sur Terre a été partagé en 6 domaines pour qu'il y ait des processus différents pour le repérage. Mais globalement, quoi que vous fassiez maintenant, il faut faire un repérage avant travaux. Et donc, pour ce qui est des travaux en montagne, c'est le domaine 2 qui s'intitule Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport. Et donc, pour chacun des domaines, il y a un arrêté et une norme, sauf pour ce domaine-là, où il y a 2 normes et donc il y aura 2 arrêtés. Actuellement, il n'y en a qu'un, le deuxième est en cours de rédaction. Alors, pourquoi 2 normes? Parce que les sols et les roches en place, donc grosso modo, les roches qui sont partout dans la nature et sur lesquelles vont se réaliser ces travaux, notamment de confortement, etc. C'est un domaine bien spécifique. Voilà, on a les gens qui ont rédigé cette norme, dont j'ai fait partie, ont estimé que on se rapprochait plus d'une étude géologique que d'une étude un peu comme c'était fait dans le bâtiment, avec une liste de produits qu'il faut investiguer. Et là, c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas un matériau qu'on connaît bien. Et donc, on a fait une norme spécifique qui est la NFP 94001, qui est parue en novembre 2021. Je ne sais pas combien il me reste de temps, Margot. Peut-être encore 5 minutes, Ok. si Bah ça te va. alors, Merci. donc je vais aller assez vite sur cette partie-là, qui est une partie un peu plus géologique. Donc, l'amiante, donc c'est un minéral de la famille des serpentines et 5 minéraux de la famille des amphiboles. Les serpentines, c'est assez facile, c'est des roches qui sont très facilement reconnaissables et qui se rencontrent dans des contextes particuliers, des contextes d'obduction et de suture océanique. Voilà, donc ça, il n'y en a pas partout. Et les amphiboles, par contre, sont des minéraux très communs du métamorphisme et les roches métamorphiques. En France, il y en a à beaucoup d'endroits, enfin, partout dans les Alpes, dans le Massif central, dans tout ce qui est ancien massif hercynien, donc Massif armoricain, la Bretagne, Pays de la Loire, voilà, le Massif central, les Pyrénées, les Alpes, les Vosges, les Ardennes, etc. Alors, il y a un truc qui nous sauve quand même, c'est que les amphiboles, en général, ne cristallisent pas sous forme fibreuse et qu'il faut des conditions particulières pour qu'on les retrouve sous forme de fibres. Donc, les serpentines, voilà, c'est un matériau du manteau terrestre qui se retrouve parfois à la surface. Le chrysotile, dans tous les cas, c'est de l'amiante. Ça n'existe pas autrement que sous forme fibreuse. Sinon, ça s'appelle antigorite. C'est légèrement différent. Donc, voilà où on trouve des serpentines, hein, dans les Alpes. Euh, un petit peu dans le massif hercynien, mais de manière très limitée, dans les Pyrénées. Et on en trouve beaucoup en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Voilà à quoi ça ressemble des serpentines. Donc là, on est sur des dalles, hein, ça pourrait être. Il y a beaucoup de pierres ornementales qui sont faites dans ce matériau. Et globalement, hein, toutes les petites veines blanches que vous voyez, il y a fort à parier que ce soit du chrysotile. Et le chrysotile, donc là, vous voyez une photo très très grossie de fibres de chrysotile. Ce qu'on voit, c'est que sa structure est quand même très facilement reconnaissable, donc on ne peut pas se tromper. Les amphiboles, on en trouve dans ce que je vous disais, hein, dans tous les massifs de montagne, grosso modo. Euh, donc, elles cristallisent plutôt sous forme de baguettes ou de prismes habituellement, et il faut que voilà. Donc ça, c'est de l'actinolite non asbestiforme. Donc on voit bien que ça cristallise sous forme de baguettes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les baguettes sont striées. Et ces stries, c'est ça les plans de clivage.
Donc, quand vous allez exercer une action mécanique sur une baguette d'amphibole, elle va se briser selon ces plans de fragilité-là, qui sont les plans de clivage. Pour que les amphiboles deviennent des fibres, il faut qu'elles soient altérées par des phénomènes d'hydrothermalisme, c'est-à-dire de l'eau très très chaude qui circule à travers la roche à haute pression et qui modifie à la fois la composition chimique des amphiboles. Donc en gros, hein, ça va arracher ou rajouter des ions fer ou magnésium et ça va même les dissoudre dans l'eau et dans des endroits où il y a un peu moins de pression, par exemple des fentes alpines ou des failles ou des choses comme ça, elles vont à ce moment-là recristalliser sous forme de fibres. Alors, c'est des processus qui sont lents et qui sont progressifs, ce qui fait qu'on a différents stades pour les amphiboles et que généralement, enfin, en tout cas, ça va être assez souvent qu'on va retrouver des amphiboles qui sont ni totalement fibres, ni totalement prismatiques, mais parfois un petit peu de tout ça ou à différents stades d'altération. Donc là, on voit 4 stades différents. Les deux du bas peuvent être vraiment considérés comme des fragments de clivage. Vous voyez que c'est trapu, que c'est voilà. Par contre, les deux du haut, on voit que eh ben, c'est déjà beaucoup plus allongé. Et on est là vraiment sur ce qui est appelé BPAM. Là, c'est vraiment un stade intermédiaire entre la fibre et le fragment de clivage. C'est un fragment de clivage qui évolue progressivement vers une fibre. Voilà. Et en haut, ce que vous avez, c'est vraiment une fibre une fibre d'amphibole. Voilà, je vous ai mis cette photo-là hein, pour vous montrer que même on peut avoir un cristal qui présente tous les stades de développement. En haut à droite, vous avez un cristal bien prismatique et puis petit à petit, on voit que le fragment de clivage s'amincit et que en bas à gauche, vous avez vraiment une fibre. Donc, d'où la difficulté de déterminer s'il s'agit de fibre ou pas. Euh, voilà. Simplement pour dire quand même qu'il existe un certain nombre de précurseurs. En général, on ne trouve pas les amphiboles amiantes de manière isolée et les traces d'hydrothermalisme peuvent se détecter dans la nature. Donc, pour une personne qui fera un repérage un peu sérieux, vous dira des zones dans lesquels il a détecté les précurseurs, même s'il n'a pas forcément détecté les fibres d'amiante en elles-mêmes, puisqu'on parle d'objets qui peuvent parfois faire uniquement quelques millimètres d'épaisseur. Mais ça permet aussi, des fois, pendant les travaux, ça a été le cas notamment sur des grands travaux souterrains, d'adapter le processus de travaux en fonction de la découverte des précurseurs avant de tomber sur l'endroit où il y a effectivement les fibres. Les roches dont il faut se méfier, globalement, c'est des roches métamorphiques qui contiennent des amphiboles dans le faciès des schistes verts. Donc, globalement, ces roches, hein, ce sont des amphibolites, les roches ultrabasiques, les gneiss amphibolitiques, les métabasaltes. Voilà. Et quand on trouve des minéraux tels que l'albite, l'épidote ou la prénite ou l'axinite, il faut encore plus se méfier. Voilà une roche typiquement dont il faut se méfier, hein. C'est- Là, on a de l'albite blanche, on a de l'épidote verte. Ça veut dire qu'il y a eu de l'hydrothermalisme et donc potentiellement qu'à proximité, les amphiboles ont été altérés et modifiés. À la fin, ça donne ça, hein. Là, vous voyez de l'actinolite. Alors, ça vient de chez Gabriella, cette roche, là où elle fait des travaux actuellement. En Isère, on appelle ça la bisolite. C'est recherché par les collectionneurs de minéraux, puisque c'est associé à des minéraux rares comme l'axinite ou la prénite, mais ça, c'est de l'amiante. Voilà. Donc, j'ai pris des illustrations, un certain nombre d'organismes, je les remercie et je suis disponible pour vos questions à la fin du webinaire, comme ça a été dit par Margot. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup Samuel.
pour cette présentation bien complète. Pour éviter de voilà, perdre trop de temps, je propose de passer la parole. Bonjour à tous, donc je me présente rapidement, Denis Hubert, je suis directeur général délégué d'une entreprise de travaux publics qui s'appelle l'entreprise Garelli, basée sur Nice, qui est spécialisée dans les travaux d'accès difficile, travaux spéciaux, et spécialisée depuis une quinzaine d'années dans les travaux sous contrainte d'amiante environnementale, notamment en présence dans la Corse et dans d'autres départements de la France métropolitaine et TomTom. L'objectif donc de cette présentation, donc je suis ingénieur géotechnicien également, c'est de faire le mix entre la géologie, la géotechnique, le pilotage de contrats et comment faire des travaux quand on doit faire des travaux là où on a des problématiques de présence d'amiante environnementale associée avec des risques gravitaires. Donc on va parler d'un cas de figure singulier sur la Corse, au Cap Corse. Donc c'est presque les Alpes, on est un petit peu plus au sud, on va dire. RD 433, le Meta di Capocorso, secteur commune de Nonza, où on a un véhicule qu'on voit hop, sur la droite de l'image, donc une Mini Cooper impactée par un bloc d'environ 500 litres qui s'est écrasé sur le bloc moteur. La conductrice en est sortie indemne avec beaucoup, beaucoup de chance, car il a fallu une fraction de seconde, ça aurait été bien différent. Sur la partie gauche, on voit les traces de l'impact et le moteur donc, qui a été ruiné. Donc, c'était en octobre 2018, quelque temps déjà. Très rapidement, ont été mis en place plusieurs éléments de l'auscultation, puisqu'un ensemble de masses complémentaires était qualifié d'instable au sens géotechnique du terme, de l'instrumentation avec des capteurs de déplacement. Donc, en partie sommitale de la falaise, on voit le petit point de référencement de la balise qui a été installée et un système d'alerte sonore et visuelle pour s'imaginer ensuite devoir travailler en contrebas. On a été, alors l'amiante en règle générale, on s'inscrit dans des choses complexes, longues, etc. Donc c'est tout le temps vrai sur les projets programmés. En marché d'urgence impérieuse, on a quand même des possibilités qui existent, soit via des contrats cadres qui peuvent exister avec certains maîtres d'ouvrage, soit la commande publique qui autorise, donc l'article R 2122-1, des mesures d'urgence impérieuse, donc avec une négociation, un marché de gré à gré avec un opérateur dédié, ce qui avait été le cas pour cette opération avec la préfecture. Contexte géologique, on est, donc, je disais, Cap Corse, en plein pot dans des serpentines, donc des schistes lustrés. Donc aucun doute sur la problématique de l'amiante sur l'ensemble du massif de la montagne. Donc le point important, un peu dans la logique de ce qu'a pu évoquer Samuel, c'est que ces opérations de travaux ne sont pas là pour désamianter la montagne. La montagne, contient de l'amiante environnementale depuis des millions d'années et elle en contiendra encore pour des millions d'années après notre passage. Notre contrainte, ça va être de faire un chantier, faire une opération de sécurisation avec la présence de contraintes d'amiante environnementale. Donc, on voit sur cette image l'ensemble de l'éperon rocheux comportant donc, de la serpentine, de partout, dessus, dessous, à droite, à gauche, de tous les côtés. Une zone d'installation de barrières dynamiques pour pallier au risque de chute de bloc, avec une double vocation, la sécurisation d'une route qui mène à un petit village, donc de Metal Capo Corso, qui est en cul-de-sac, donc la RD 433, et en doublon la RD 80, qui s'appelle la route du Cap Corse, qui permet de relier également le village de Nonza à Saint-Florent, avec des contraintes de trafic fort en été, touristique, mais également des contraintes de circulation scolaire, médicalisée, entre autres. Donc, il y a une étude géotechnique qui a été faite. Je vous le disais, je suis géotechnicien. En validant intégralement l'approche géotechnique, donc d'aller intercepter par des barrières de capacité variant de 1500 à 3000 kJ, on pose des barrières dynamiques là où il faut pour intercepter la trajectoire des blocs qui viendraient à tomber. Donc, une proposition d'installation de parade telle que définie ici, une priorisation également phase 1, phase 2, phase 3 pour venir séquencer la mise en sécurité du site. La problématique que nous avons eue dans cette cartographie dont on voit un peu une élévation qui est en place, c'est que nous n'étions pas capables de réaliser ces travaux qui, sur le plan géotechnique et calculatoire, étaient parfaitement adaptés aux classes d'éléa qui étaient à résoudre. Par contre, on ne savait pas
installer ces barrières dynamiques, c'est-à-dire le temps que nos collaborateurs rentrent sous vacation, mettent leur masque, mettent leur combinaison, et qu'ils aient le temps, c'est environ 10 minutes, c'est qu'ils aient le temps de se décontaminer, quasiment 15 minutes sur le temps de travail, et avec une vacation, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, d'environ 2h30 maximum. En fait, le temps de s'habiller, monter sur place, redescendre, on n'a plus de temps de travail. Donc, la conséquence de cette première conception a conduit à, entre guillemets, un flop, en disant qu'on n'était pas en capacité de soumissionner. Sous cette contrainte d'urgence impérieuse, on a lancé un dialogue compétitif avec le maître d'ouvrage et la préfecture pour augmenter, pour faire les ouvrages qu'on savait faire là où on savait les faire. Et donc, on a dû augmenter la classe d'énergie des barrières dynamiques pour travailler sensiblement depuis le bord de talus, donc avec une trajectographie qui allait être modifiée par ses hauteurs d'interception et par ses énergies, puisqu'on allait intercepter les blocs plus bas dans le vallon, peu de pierriers présents, donc des blocs qui avaient tendance à prendre de la vitesse et donc de l'énergie. Et donc, in fine, là, on avait calculé des éléments à 6500 kJ. On a été contraint de réaliser dans cette phase-là une modification de proposition d'implantation et donc, pardon, je vais y arriver, des barrières de 8000 kJ pour garantir le résultat en hauteur utile et en classe d'énergie. Là encore, l'amiante, c'est un sujet qui est très compliqué. Et il faut tout anticiper. Il faut anticiper un maximum de choses parce que quand on est sous régime de vacation, l'aléa devient onéreux pour l'entreprise et pour le maître d'ouvrage. Donc, il faut anticiper tout ce qui est possible, notamment quand on installe une barrière dynamique sous contrainte de couvert végétal. Eh ben, il faut savoir où est-ce qu'on met les ancrages, où est-ce qu'on met les massifs de fondation des poteaux. 8000 kJ, c'est des barrières donc, très importantes en termes de hauteur, de potence et de classe d'énergie. Donc, en fait, il fallait calpiner tout ça à la virgule près. Donc en phase préparatoire, on a eu l'idée de réaliser un relevé LIDAR pour passer au travers de la végétation locale. Le maquis corse est très dense et tant qu'on n'avait pas lancé l'évacuation, on ne savait pas où s'implanter. Donc un LIDAR a permis de balayer l'ensemble de la zone et faire un calpinage précis de qu'est-ce qu'on avait réalisé et à quel endroit. On a repris ensuite en phase d'étude d'exécution l'ensemble des éléments de trajectographie de hauteur utile et de garantie d'interception à hauteur des deux routes que nous avions à protéger. C'est de la trajectoire classique, on va dire. Les 8000 kJ, pour le coup, on a travaillé avec des produits GeoBrug qui ont été installés, notamment parce qu'on avait une capacité de pouvoir gruter les potences et l'ensemble des éléments de barrière depuis la chaussée avec la cinématique qui s'imposait. La plus grosse contrainte, donc faire des travaux d'accès difficile, c'est assez classique pour l'ensemble des entreprises qui existent sur la métropole. Rajouter la contrainte amiante, ben, ça vient venir contraindre les modalités d'exécution, les temps de vacation, là, on l'a évoqué rapidement. Et puis ici, ben, où est-ce qu'on s'installe pour se décontaminer, pour garantir la restitution de la chaussée dans la foulée, puisqu'on était, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur un cul-de-sac avec un village de près de 200 habitants actifs. Quand je dis actifs, il y avait pas mal de retraités, mais des gens qui vivaient là-bas. Et donc, on a dû déporter la base vie de près de 250 mètres de la zone de travail, ce qui contraignait, donc, ce qui créait sous contrainte, pardon, le temps de se changer. On avait mis en place un système de trottinette électrique qui permettait d'arriver sur le poste de travail. Et on va voir dans la foulée, travailler sur la falaise, au forage, à la pose des barrières dynamiques pour réaliser ces éléments-là. On remontait se décontaminer. Et ensuite, il y avait une zone verte et une zone rouge qui étaient réalisées sur l'ensemble des opérations. Donc des travaux longs qui ont été réalisés de janvier 2020 à juin 2020, avec une route totalement coupée sur des créneaux 9h, 15h30, donc un temps de travail global faible, et avec une réouverture tous les soirs et week-ends, et une libération en cas d'urgence impérieuse, c'est-à-dire si quelqu'un faisait un malaise, pas sur le chantier, mais dans le village, de pouvoir garantir qu'il y ait une évacuation sanitaire sur décision du cabinet du préfet. Je l'évoquais tout à l'heure, je suis un modeste ingénieur géotechnicien et d'un coup, ben, on fait du réglementaire, on parle à l'ARS, on parle à la DREAL et DTM, on est obligé de faire voilà, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire dans nos entreprises de travaux, mais en fait, c'était indispensable pour faire que ça fonctionne. Je rentre un peu dans le détail de ce qu'est une vacation. 2h30 de temps de vacation maximum ou
donc 2 fois 2h30 ou 3 fois 2 heures tout au plus, qui se décompose à 10 minutes d'habillage, 1h30 en zone sous protection respiratoire, 20 minutes de temps de travail. Donc ça contraint en fait l'ensemble du phasage qu'on doit réaliser pour qu'on puisse travailler en bonne et due forme, puisque là, on ne peut pas travailler sous combine pressurisée. Les barres de forage, il faut les installer là où elles sont. Autant du terrassement, on peut l'imaginer de manière isolée du reste du chantier. La partie de mise en œuvre de parade géotechnique est impossible autrement. Point important, les courbes de Meyer, elles sont doubles, elles sont pondérées par la pénibilité. Faire des travaux sur corde, c'est pénible, c'est dur. On a euh, une estimation de plus de 450 watts de pénibilité et ça réduit le temps de travail drastiquement. La pénibilité impacte la durée du temps de travail, augmente le temps de récupération et réduit la capacité du temps de travail journalier. C'est l'équivalent d'un 10 km qui est parcouru par chacun des collaborateurs. Et on est rapidement sur des pénibilités fortes dans nos domaines. Donc ça contraint ces éléments-là, avec une pondération, là encore, qu'on voit par la température, bien évidemment. Donc ce sont des travaux qu'on a du mal à faire l'hiver, parce qu'en fait, brumiser l'hiver, ça revient à faire de la neige. Donc on ne peut pas travailler, les conduites gèlent également, et les gens qui sont sous combinaison sont peu habillés. On peut mettre des vestes en complément, mais il faut qu'ils se décontaminent intégralement, et ça part en déchets. Au-dessus de 25-30 degrés, il est quasiment impossible de travailler. Les temps de vacation descendent à 60 minutes, notamment sur des travaux à forte pénibilité. 10 minutes de décompta, de mise en place des éléments, 20 minutes de décompta. Il ne reste plus que 30 minutes de temps de travail effectif. Donc, c'est vraiment singulier. Des exemples détaillés de comment on travaille. Une machine de forage avec l'outil de forage déporté. La zone, on voit les gens habillés en blanc avec les casques, les kits cordistes qui étaient en zone rouge, avec des forages réalisés avec adjonction d'eau à l'avancement pour permettre d'éviter la mise en œuvre de particules en suspension et de la brumisation en complément qui sont réalisés depuis l'aval avec des canons de brumisation. Rapidement, pour que Gabriela puisse prendre le relais, ça ressemble à quoi l'ouvrage terminé? Ben, ce sont des barrières dynamiques classiques. On n'a pas décontaminé on n'a pas désamianté la falaise. Par contre, on a décontaminé les postes de travail, décontaminé la route par lavage grandes eaux pour garantir la circulabilité et le niveau d'empoussièrement en fin d'opération. Et donc, in fine, c'est 130 mètres de barrières dynamiques, 8000 kJ qui ont été installés in fine, avec un arrêt l'été sur une durée d'un an quasiment, 2,2 millions d'euros réalisés pour le compte de la collectivité corse. Tout ça pour dire que on est malgré tout en capacité de faire des chantiers. C'est contraint, c'est contraignant, c'est long, c'est cher. Il faut des gens dédiés à ces activités-là, très rigoureux des procédures, puisqu'on a systématiquement sur ces chantiers des contrôles de la CARSAT, inspection du travail et des organismes certificateurs Calibat. Donc beaucoup de gens contrôlent ces activités. Et il ne faut pas oublier le risque principal, qui est le risque de chute de bloc. C'est un chantier comme les autres. Donc, le risque amiante est un risque déporté, donc qu'on doit intégralement maîtriser, mais il ne faut pas oublier que le risque principal, c'est le risque forage, c'est le risque de se prendre un caillou sur la tête pendant qu'on travaille. Donc, c'est un chantier aussi comme les autres. Merci à vous. J'espère pouvoir passer la main à Gabriela et répondre à vos questions dans la foulée. Bonjour. Beaucoup, Denis. C'est tout bon, Gabriella? Oui, désolée pour tout à l'heure, mais finalement, ça tombe pas mal parce que je pense que Denis a peut-être répondu à des questions que ma présentation allait poser. Eh ben, c'est parfait. Je te laisse la main. Voilà, alors je suis Gabriela Chacon, je suis chargée d'opération et référente pour les chutes de bloc au département des l'Isère et je mène depuis un an un projet de sécurisation contre le chute de bloc et au département des l'Isère. Est-ce que ça fonctionne? Pas encore. Ça fonctionne. Hop, Tu peux le mettre en grand écran. C'est parfait. Merci. c'est bon. Voilà. Alors, maintenant que nous savons, alors suite à la présentation de Samuel, que nous savons que nous devons protéger les travailleurs et l'environnement vis-à-vis du risque lié à l'amiante environnementale, et nous devons intégrer des nouvelles procédures à la préparation de nos chantiers. Tout commence par l'identification du besoin et l'enchaînement des phases d'études.
Alors, il convient d'entamer en parallèle les définitions des contraintes réglementaires en ce qui nous concerne et le repérage amiante environnemental suivant la norme 94001, car ces données vont conditionner fortement la faisabilité et les programmes des travaux. À noter que les géologues en charge de cette mission aura besoin de programmes et de l'emprise de travaux. Et il conclura soit à l'absence d'amiante, soit à la présence avérée, soit en doute. Dans ce cas, il devra approfondir ses reconnaissances ou nous devrons modifier ou adapter notre chantier. Et dans les cas qui nous concernent, les chantiers, quand on a démontré qu'il y avait une présence avérée d'amiante, et nous avons un chantier en vue, alors nous devons nous poser 3 questions. Est-ce qu'il y a du retrait d'amiante? À noter que les purges sont considérées comme du retrait d'amiante parce qu'on enlève un matériau qui contient l'amiante. Est-ce qu'il y a du retrait? Est-ce qu'il y a de l'encapsulage? La réponse à ces questions nous dira, selon cet organigramme qui est mis à disposition en ligne par le ministère du Travail, quelle sous-section nous devrons choisir pour notre chantier. Alors, ce n'est pas que nous devrons choisir quelle sous-section est imposée pour nos chantiers par les réglementations. Et par contre, elle définira après les choix de l'entreprise. Quelle que soit la sous-section, soit sous-section 4, soit sous-section 3, il va falloir définir un mode opératoire. Le mode opératoire est défini par tâche. Et la première partie du mode opératoire, c'est le processus. Le processus, c'est composé de 2 données, les types de matériaux et la technique opératoire. Par exemple, dans notre cas, forage d'un roche contenant de l'amiante. Ensuite, il y a les modes de protection collectifs à la source, c'est-à-dire là où on va faire notre travaux, nos forages, il va falloir appliquer des mesures, soit par aspiration, pulvérisation, application de gel ou brumisation. Les sacs à manches, ils ne nous concernent pas dans nos chantiers. Et il y a aussi les modes de protection collectifs environnementaux, qui sont les valissages, la signalétique, la protection des surfaces non décontaminables, les installations de décontamination et les confinements dynamiques. Une fois nous avons défini le mode opératoire, et il va falloir se poser des questions. La première question, est-ce que notre mode opératoire, et notamment les mesures de protection collective, seront compatibles avec l'environnement de notre chantier? Par exemple, dans notre cas, est-ce que nous allons pouvoir maintenir la circulation? Est-ce que l'emprise du chantier et de les installations de décontamination va être compatible avec la mise en place d'un alternat? Ensuite, par rapport à ce que Denis vous expliquait sur les temps d'évacuation, est-ce que ces temps d'évacuation seront compatibles avec nos travaux? Est-ce qu'un ouvrier pourra accéder au poste de travail, réaliser sa tâche et revenir à l'installation des chantiers dans les temps d'évacuation? Est-ce que, par exemple, le scellement continu sera possible dans les temps d'évacuation? Dans les mêmes cadres, est-ce qu'on pourra réaliser des travaux qui, par eux-mêmes, génèrent des poussières importantes? Est-ce qu'on pourra réaliser des héliportages et des minages? Et si la réponse est oui, quel est l'impact sur la durée des travaux? Voilà, une fois nous avons défini, nous avons trouvé réponse à toutes ces questions, nous allons être confrontés très fortement possible au besoin d'adapter les travaux. Alors là, je vous montre notre exemple au département des l'Isère. On avait le projet de sécuriser la la 1091 par la mise en place des grillages plaqués, des ouvrages à valoir, des grillages plaqués et des écrans par bloc 1000 et 3000 kJ. Après travaux avec l'entreprise, on s'est rendu compte que on était capable de les faire puisque nos écrans par bloc étaient quand même posés assez bas. Par contre, avec une durée de temps qui était incompatible avec les délais dans lesquels le maître d'ouvrage voulait sécuriser son itinéraire. Nous sommes alors approchés de notre bureau d'études et nous avons aussi revu notre niveau d'attente à la baisse. C'est-à-dire que nous avons maintenant un projet dans lequel on a changé les écrans par bloc et par des barrières 5000 joules. Et au lieu d'avoir un aléa résultant après travaux faible, maintenant on a accepté un aléa travaux moyen. Un aléa après travaux moyen. En préparation
c'est important de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire avec nos déchets, puisque la réglementation nous impose de neutraliser l'amiante. Aujourd'hui, si nous enlèvons l'amiante, ben, on ne peut pas la laisser libre dans l'air comme elle était. Et il y a des procédures à respecter. Alors, si nous décidons d'évacuer les matériaux sur site, la première question, c'est où est-ce qu'on va les amener? Est-ce qu'il y aura la place disponible pour stocker nos matériaux? Et il y a des conditions des transports qui sont spécifiques aux matériaux contenant de l'amiante. Dans notre cas, nous savons plus stocker les matériaux sur place, moyennant un recouvrement avec des matériaux inertes. En préparation de travaux, il faut aussi se poser la question sur, inclure dans la durée des travaux les chantiers tests et les contrôles continus. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions sur comment on fait les mesures d'empoussièrement de l'air. Bah, c'est avec ces machines, pardon. Et par contre, il faut que ça soit un laboratoire qui est certifié pour faire ces types d'essais. Une fois nous avons répondu à toutes les questions, nous avons un planning qui est accepté par tout le monde. Et ben là, l'entreprise commence à travailler. Il faut impérativement qu'elle fasse valider ses modes opératoires par son comité, par les représentants du personnel et par les médecins de travail et les transmettre à l'OPBPTP, à la CARSAT et à la DRETS. Nous recommandons qu'on échange avec ces institutions avant les démarrages des travaux. Parce que voilà, il y a quand même des interprétations qui peuvent être différentes sur les mesures, sur beaucoup de choses. Et c'est des institutions qui sont très disponibles pour les échanges. Voilà, pour conclure, les chantiers des travaux en falaise en présence d'amiante environnementale nécessitent une anticipation particulière, notamment avec les lancements des rapports de repérage amiante. Il nécessite aussi d'un travail très proche avec les bureaux d'études, l'entreprise, pour qu'on puisse bien définir nos modes opératoires. Et il y aura sûrement des choix à faire par les maîtres d'ouvrage. Et après, nous recommandons consulter les institutions. Il faut savoir que ça va être des chantiers qui sont plus complexes, mais comme Denis l'a dit, c'est des chantiers tout à fait possibles dans lesquels, en fait, on ajoute une protection aux travailleurs sur ces risques chimiques. Et à noter que ces protections sont tout à fait compatibles avec les autres EPI. Typiquement, là, on voit, c'est possible de faire des travaux sur corde, de mettre les casques, de se protéger et d'appliquer toutes les mesures de protection nécessaires. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Gabriella. Donc, maintenant, place aux questions. Il nous reste quelques minutes. Quelques questions ont été posées dans le chat. Les réponses avaient été apportées. Merci beaucoup. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas même à prendre la parole directement. C'est ça, hein, je crois que toutes les réponses toutes les questions ont. Alors, si je me permets d'intervenir rapidement, on arrive assez facilement à se rendre compte que quand on va venir gratter, forer la roche, qu'on va créer de l'émissivité, ça c'est à peu près acquis par tout le monde. Le point singulier quand on fait des chantiers dans l'amiante, bah, c'est que des phases préparatoires, préliminaires, vont être également émissives. En particulier des broussaillers, donc des végétaux qui auraient pu avoir de la poussière contaminée se déposer sur les feuilles. Donc, on va avoir des systèmes de broyage. On va laisser les broyages sur place pour ne pas que ça devienne un déchet amiante, puisque l'amiante était préexistante, on la laisse sur place. Mais une tâche qu'on va se dire, bah, tiens, elle est facialement pas émissive. En fait, s'il y a plein de points de détail et de dangerosité latentes qui sont implantés. Il y a une question qui a été posée sur la partie reconnaissance bureau d'études. Oui, ce sont là aussi des missions SS4 où les gens doivent se protéger pour se balader dans un pierrier qui contiendrait de l'amiante, parce que l'émissivité peut être avérée. Voilà un petit peu pour ce complément de précision.
Là, je vois une question sur peut-être Gabriella. Qu'advient-il des EPI, baudrier, cordes, etc. Est-ce qu'ils sont traités par une méthode spécifique? Alors, il y a des choses qui sont décontaminables et des choses qui ne sont pas décontaminables. Typiquement, dans un baudrier, tout ce qui est un tissu n'est pas décontaminable. Les cordes ne sont pas décontaminables. Et par contre, les mousquetons sont décontaminables, les descendeurs sont décontaminables. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare les choses. Et tout ce qui est pas décontaminable est stocké par l'entreprise avec des conditions spécifiques qui sont données par les réglementations, avec double sachet, dans un endroit qui sera accessible que par des personnalités. Et tout est stocké. Et par contre, tout ce qui peut être décontaminable est lavé et peut être réutilisé pour d'autres choses. Mais voilà, c'est important, c'est des entreprises et même nous en tant que maître d'œuvre, d'avoir un endroit de stockage de tout ce qui doit être stocké en des conditions particulières. Et c'est vrai, pour rebondir sur les propos de Gabriella, en gros, il n'y a que les mousquetons qui sont décontaminables, donc ce qui est métallique. Tout le reste part en déchets amiantes. Donc on arrive heureusement à mettre sous scellé des baudriers, mais qui vont être très humides, puisqu'on va travailler sous contrainte d'humidification. Et transférer ces produits-là sur d'autres chantiers via un colisage spécifique en interchantier. Mais malgré tout, c'est du matériel qui est régulièrement changé à une fréquence bien inférieure à ce que la réglementation sur les EPI cordistes nous permet. En gros, toutes les cordes sont changées sur chaque opération, sur chaque chantier, partent en déchets amiantes. Les baudriers sont remplacés quasiment 1 à 2 fois par an. Donc ça coûte cher, et c'est pareil pour les chaussures qui ne sont pas décontaminables. C'est pareil pour les vestes polaires. L'hiver ou à la mi-saison, c'est compliqué de travailler sous combinaison EPI. Donc il y a des produits qui restent dédiés et qui partiront en déchets dans la foulée. Vous avez tous vécu le Covid. Parler avec un masque amiante, c'est très compliqué. Travailler sous contrainte de travaux sur corde et de protection respiratoire, ça l'est tout autant. Donc tout ce qui est en sécurité, les pré-job briefing, etc., la communication est complexe sur chantier, donc il faut tout anticiper. Il faut avoir des chefs de chantier qui sont aguerris à ces travaux sur corde sous contrainte. Et voilà, ce sont des sujets assez lourds. Donc, oui, tous les textiles et tout ce qui est non décontaminable part en déchets. C'est réglementé. On était sur Grenoble, on est en Corse, ça part à Marseille. Donc le flux des matériaux coûte une fortune dans la valeur intrinsèque du poids du déchet, qui en plus est plein d'eau, donc pèse encore plus lourd par l'eau on paye l'eau en décharge, et deux, par le flux du transport qu'il faut mettre en transport de matières dangereuses, spécifiquement pour ça. Peut-être une autre question. Est-ce que, c'est vrai que je ne sais pas non plus, est-ce qu'il y a des formations spécifiques qui sont Oui, donc envisagées ou déjà... 3 SS4, mais ça vient de la formation bâtiment. Donc les gens qui nous voient faire du travaux public nous regardent avec des gros yeux, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Heureusement, quelques centres de formation, depuis quelques années, voient passer nos collaborateurs et comprennent qu'ils doivent un petit peu adapter, non pas la réglementation, mais le contenu de la formation, puisqu'on n'est pas là pour gratter des dalles de sol. Pour autant, tous les processus de décontamination, d'habillement, déshabillement sont strictement les mêmes pour garantir la sécurité des collaborateurs. Et tout ce qui est rédaction des processus, procédures d'exécution, installation des bases vies nécessite du personnel qualifié, tant dans l'encadrement que dans la partie purement opérationnelle. Moi, je peux répondre à la question des Jérôme sur la distinction des sous-sections. Et je ne sais pas si tu as vu, j'ai présenté un tableau qui est mis en ligne par le ministère du Travail, où il définit très bien ce que, en fonction à partir du moment où tu interviens sur un matériau contenant de l'amiante, et quel schéma tu vas devoir prendre. À noter qu'il y a une subtilité sur des opérations courtes et restreintes dans l'espace qui fait partie des choses qui sont soumises à interprétation parce que le cours n'est pas défini. C'est-à-dire, c'est pas 5 jours ou une semaine ou un mois. Et là, pour ça, il faut vraiment se rapprocher des institutions qui seront les mieux placées pour répondre, pour lever les doutes.
Alors, Mais malgré tout, pour essayer de donner un maximum de caractère concret, la notion de limiter dans l'espace et dans le temps, 5 à 10 jours. Voilà. En fait, tout ce qui est opération préliminaire de reconnaissance, ça relève vraiment bien de la SS4. Quand on commence à faire des purges, etc., par-delà le fait de stocker des matériaux sur place, potentiellement de générer quelques déchets, mais qui peuvent être gérés dans une qualification SS4, dès qu'on va dépasser des chantiers de plusieurs semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, ça relève du régime de la SS3, au demeurant donc avec des entreprises certifiées et qui ont une triple punition, notamment avec le contrôle des organismes certificateurs, Calibat, Global ou AFNOR. Il y a parfois des auditeurs qui connaissent peu, qui connaissent très bien la réglementation amiante, mais qui connaissent peu les chantiers en travaux publics en présence d'amiante environnementale. et Gabriella, à la suite de la réponse que tu as apportée précédemment, une autre question. Euh, Est-ce que si on a une formation SS3, on a besoin de faire sa formation SS4 en complément? Non, en fait, la formation SS4 est complétée par c'est-à-dire la formation SS3 est beaucoup plus complète que la formation SS4, mais on peut faire les deux indépendamment. On n'a pas besoin d'avoir l'une pour avoir l'autre. Ok, très bien. Par contre, c'est pas les mêmes centres de formation. D'accord. Et c'est pas la même durée, voilà, également. En gros, c'est 2 jours pour de la SS4 pour de l'opérateur et c'est 1 à 2 semaines si c'est de l'encadrement de chantier pour de la SS3. Donc le coût direct et indirect de formation du collaborateur est beaucoup plus long.